6e semaine. Cette semaine a été plus rude. Il y a eu un autre vent de panique chez les pensionnaires. Chez quasiment tous ceux qui avaient été touchés la première fois, il y a 4 semaines. Là aussi, rien à faire. 2 autres se sont donné la mort. Une amicière a remarqué que les 2 crises s'étaient déroulées un soir de pleine lune. À vrai dire, je pense que ce ne soit qu'une simple coïncidence. Nous verrons à la prochaine lune. Nous avons envoyé des missives pour en informer nos supérieurs. Cette fois-ci, j'ai senti une peur sans nom chez les pensionnaires. La première crise les avait surpris, mais là, ils ressentent, comprennent quelque chose que je ne saisis pas. Je me suis fait happer le bras par un malade, accroché au barreau, les yeux cernés, les cheveux longs, cachant à moitié son visage, et le corps plus cadavérique qu'un spectre. Il m'implorait de l'aider, de le protéger de lui, qu'il était dans sa tête et lui ordonnait de l'annoncer. C'est à la tache carmin qu'il laissa sur mon tablier que je vis qu'il s'était mutilé le visage avec ses ongles. Je fus saisi d'effroi en constatant ce qu'il s'était fait subir à la joue. C'était horrible, et une des amicières mit la journée à s'en remettre. Le lendemain du drame, je suis allé voir Ernest. Il était profondément inquiet et n'a pas parlé. Il n'y avait rien d'étonnant. Il sait quelque chose sur ces événements et il se rend compte que j'en suis également conscient. Ceci semble nous rapprocher. C'est une bonne chose. Je pense. 7e semaine. Je commence à gagner sa confiance. Depuis quelque temps, il s'assoit en tailleur, face à moi, avec la plus grande politesse. Nous parlons maintenant de sujets plus variés, culturels ou parfois même futiles. C'est un érudit. Hier, nous avons échangé 2 heures durant sur l'histoire des guerres astatiennes. Cependant, il refuse toujours de venir s'asseoir avec moi. Peut-être ne se sent-il pas encore digne ? Ou serait-ce moi qui ne considère pas digne de siéger à sa table ? 8e semaine. Mes visites quotidiennes sont incontestablement attendues de sa part, et je l'admets, c'est réciproque. Tigniel me recommande d'être prudent et de ne pas trop m'attacher, que c'est toujours mauvais. Il me dit que, souvent, les pensionnaires dotés d'un tel intellect cachent quelque chose et tentent de manipuler les esprits avec la plus grande sournoiserie. C'est tout à fait probable, et je devrais suivre son conseil. Cependant, je ne puis m'empêcher de continuer mes visites. Il semble que je sois le seul avec qui Ernest ait parlé de la sorte depuis bien longtemps. Les autres mires ne lui accordent pas autant d'importance et le considèrent plus comme un cas de folie extrême que comme un être humain ayant simplement une manière particulière de communiquer. L'autre jour, il m'a demandé « Vous êtes jeune, maître Mire. Vous savez bien des choses. Mais dites-moi, quel est votre réel but dans la vie ? Vous n'êtes pas obligé de me répondre maintenant. Réfléchissez. » Il m'a posé cette question de manière si calme et profonde que je n'ai en effet pas pu lui répondre. Il s'attendait à bien autre chose qu'un banal « être heureux, faire mon métier, prendre soin de vous ». D'ailleurs, à cette question, je n'ai toujours pas trouvé la réponse. 9e semaine. Je ne me sens pas bien depuis notre dernière rencontre. Ces questions m'ont retourné l'esprit. Une à une, elles semblent anodines, mais reliées, elles prennent un sens glaçant. Tigniel lui aussi est inquiet pour moi et m'exhorte d'arrêter ses visites. « Si vous étiez libre, que feriez-vous ? » Parce que je ne le suis pas. Si vous l'êtes vraiment, sortez donc d'ici. C'est par choix et liberté que je suis là. Croyez-vous ? Seriez-vous donc venu sans qu'on vous y envoie ? Vous apprendrai-je que quoi que nous fassions, tout est régi par une influence supérieure. Je fus surpris de la manière dont il appuya le mot « supérieur ». Qu'essaie-t-il de me dire ? Suis-je aussi prisonnier que lui à Vinassiane ? J'ai un étrange pressentiment. Il est indéniablement intelligent. Serait-il possible que depuis le début, tout ceci ne soit qu'un piège pour m'attirer à lui ? M'affaiblir, me faire douter de moi-même et de ce que je suis ? Pour que je m'identifie à lui ? Ou pire encore, pour qu'il prenne l'ascendant sur moi ? Au fil des jours, j'en suis de plus en plus persuadé, et le fait que j'en sois conscient marque son échec. Mais je ne dois surtout pas lui montrer.
je dois continuer à jouer le jeu en toute honnêteté. Si jamais il se rend compte que je l'ai démasqué, tout sera perdu. Il faut que je découvre ce qu'il a en tête, ce qu'il attend de moi, car il est évident que ce ne sont pas les clés de sa cellule. À l'office, cela va de mal en pis. Je sens une certaine tension chez le personnel qui redoute la prochaine vague. Parfois, certains deviennent verbalement agressifs, mais le milieu n'est de toute façon pas propice au calme. Pour une obscure raison, Tiniel s'en est pris à une amissière l'autre jour, devant les cellules. Elle est partie en sanglots tandis que les pensionnaires pouffaient de rire comme des charognards, grimpant aux barreaux, célébrant cette victoire. J'ai fait part de mon mécontentement à Tiniel. Quoi qu'il eût à lui dire, il n'avait pas à le faire devant tout le monde. C'était déplacé et cela mettait en doute toute la crédibilité de l'amissière, qui risquait désormais davantage avec les pensionnaires. Il m'a répondu sèchement « Jeune Mir Windergen, restez à votre place. Apprenez donc votre métier avec les malades avant de venir m'apprendre le mien. » 10e semaine. Comme redouté, un 3e épisode de crise s'est déroulé. 3 morts et toujours autant de crises abominables. En effet, il semble y avoir un lien avec la pleine lune, mais on ne sait pas encore l'expliquer. Est-ce une volonté propre et collective de faire cela à la pleine lune ? De nouveau, Ernest s'est renfermé sur lui-même. La tension est montée d'un cran parmi nous. Depuis quelques jours, j'évite autant que possible Tiniel, qui semble de plus en plus acariâtre et acerbe. Il mène la vie dure aux amissières, elles n'en peuvent plus. Les autres Mir restent à l'écart. Comment des Mir expérimentés, habitués à vivre et travailler dans un tel endroit, peuvent-ils succomber aussi aisément à la colère et à la méfiance ? C'est un mystère. Tout ceci n'est pas bon. Je dois redoubler de prudence. Nous n'avons pour le moment reçu aucune nouvelle de l'extérieur, mais cela ne fait que 4 semaines. Patience. 11e semaine. La 3e vague de folie a profondément touché Ernest. Mais il y a autre chose. Il est clair qu'il ne veut pas sortir, bien au contraire. Ces murs représentent la protection parfaite pour lui. Mais malgré l'assurance de ses paroles, je sens en lui une certaine peur, comme si cet endroit regorgé de failles s'avérait être l'antre de dangers bien plus grands que la soumission de la pensée. Ces derniers temps, plus d'une fois, il s'est interrompu pour jeter un bref coup d'œil çà et là, comme s'il avait vu ou entendu quelque chose. C'était bien différent de ses attitudes passées où il conversait avec tout et n'importe quoi. Là, je sentais une réelle crainte. Comme la dernière fois, alors que nous parlions de botanique, sujet sur lequel il semble aussi exceller, d'un coup, il s'est arrêté de parler et a presque sursauté en entendant un simple courant d'air qui soufflait un peu sèchement. Il m'a alors chuchoté sur un ton très inquiet. « Soyez libres, partez d'ici et vite. En ces lieux, ils se nourrissent davantage de nous. » Puis il a repris la conversation comme si de rien n'était. Les vagues de folie ne semblent pas l'atteindre. Alors que craint-il ? Les ombres imaginaires des couloirs ? Qu'est-ce qui peut le terroriser de la sorte ? Qui sont ces îles et en quoi se nourriraient-ils de nous ?